I knew this day would come. It's not safe out there. Something's coming. J.J. Abrams, espèce d'enfoiré de canaillou. Tu nous l'avais bien caché celle-là. Awesome. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très content puisqu'après la sortie de Triple Nine hier qui était une bonne surprise, je reviens aujourd'hui et c'est justement pour ça que je tiens à féliciter J.J. Abrams. J.J. Abrams, ce grand producteur, ce grand réalisateur qu'on pensait tellement occupé à se torcher avec toutes les promotions qu'il avait fait sur Star Wars qu'on en avait oublié qu'il était capable de faire deux choses en même temps, et c'est avec 10 Cloverfield Lane qui revient aujourd'hui, une suite par le sang, semble-t-il, d'après ce qu'il nous dit, de Cloverfield. Et une surprise, une énorme surprise, alors même pas parce que le film est bon, puisque le film l'est, mais je vais vous dire pourquoi, ça on pouvait s'y attendre, une surprise puisque le film n'a été dévoilé qu'il y a un mois, voilà, c'est un projet qu'ils ont fait pendant peut-être plusieurs années, et qu'ils ont donné à voir au goût du jour aux spectateurs et à la presse seulement un mois avant la sortie du film, autant dire que J.J. Abrams a bien caché sa surprise, et finalement je pense qu'il a bien fait, puisque c'est un thriller de science-fiction sorti par la boîte de production Bad Robot, à qui on doit énormément de films, et une société de plus en plus florissante, en tout cas dans la production de cinéma. Et J.J. Abrams nous offre, avec Dan Trachtenberg, c'est son premier film d'ailleurs, le réalisateur, jeune réalisateur de 34 ans, 10 Cloverfield Lane, basé sur un huis clos avec seulement 3 personnages, Michelle, Howard et Emmett, et c'est un film qui fait plaisir tout d'abord puisque il résiste à cette envie envahissante de vouloir faire toujours plus de promotion, toujours plus de teasing, toujours plus de trailers, etc. On voit maintenant des films où on a quasiment vu l'intégralité avant même sa sortie. Ça, c'est un vrai projet, une vraie bonne surprise déjà, de par sa promotion qui est inexistante. Avoir la surprise d'une suite, ou en tout cas d'une sorte de cousin germain de Cloverfield, alors qu'on n'en attendait absolument rien, prouve que J.J. Abrams est quand même un génie en la matière, et même s'il est préoccupé en ce moment par Star Wars, évidemment, il n'en oublie pas ses classiques antérieurs, et ça fait plaisir. Alors pour parler de ce film, je vais le faire en deux parties. Une première partie sur le film en règle générale sans spoiler, et la deuxième partie sur qu'a-t-il en lien avec Cloverfield, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on attendait. Je pense au générique par exemple, après une scène d'introduction qui met déjà en haleine, où Michelle a justement son accident de voiture et où on apprend à peu près le speech du film sur le fait qu'elle va quitter son homme, etc. La caméra est très sobre. C'est un cinéma vraiment simple, si vous voulez, mais efficace, terriblement efficace. Dan Trachtenberg, pour son premier film, nous sert quelque chose avec une caméra qui bouge très peu. C'est des plans qui sont assez lents, c'est des plans qui sont proches des personnages, proches des corps, puisqu'on en a que 3, justement, de personnages principaux. On est avec eux, justement, dans ce huis clos, on est avec eux dans ce bunker, dans cette fortification, et on attend de savoir ce qu'il y a à l'extérieur, et on se demande si ce qu'il y a à l'extérieur est pire que ce qui nous attend à l'intérieur, avec, justement, des protagonistes dont on ne connaît rien. Et donc, pour en revenir à ça, le générique s'incruste avec Cloverfield, et ensuite le 10 qui arrive d'en haut et le Lane qui arrive d'en bas, 10 Cloverfield Lane, et on est tout de suite, évidemment, happé par cette envie de retrouver du Cloverfield, et de retrouver ce film qui était ultra novateur dans le cinéma de science-fiction à l'époque. Rends-moi mes clés! Outre le fait, pour commencer par le début, n'est-ce pas, que ce film représente l'exquise sensation de se dire qu'on a une surprise totale devant un grand écran, devant une salle de cinéma, puisque comme je le disais, la promotion, les teasings, etc. font que maintenant on a un peu de mal justement à être vraiment surpris de ce qui se passe si on en a déjà vu plus beaucoup. Et à ce niveau-là, Dan Trachtenberg nous offre un huis clos exceptionnel. C'est très intense, psychologiquement, les personnages sont très travaillés, mention spéciale à Michelle. Les 3 acteurs sont très bons. John Goodman, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, nous fait un personnage froid, ambigu, puisqu'on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions tout au long du film. On a une idée d'un personnage, et on va avoir une idée tout autre par rapport à une péripétie, pour revenir à notre idée de base avec une autre péripétie, ce qui fait que, étant donné que c'est un film qui est du point de vue de Michelle, donc du point de vue du personnage qui a un accident et qui va se retrouver enfermé dans cette grange et dans ce bunker en dessous de la grange, on n'a aucune idée de qui sont les véritables méchants. Est-ce qu'en haut, il y a vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce qu'il y a une force spéciale? Est-ce qu'il y a voilà. Ou, à l'intérieur, est-ce que les vrais monstres sont plutôt au sein même du film? Et au sein même du bunker, pardon. Comme quoi, le film en lui-même est assez monstrueux dans sa manière d'évoluer les personnages. Et le spectateur
à chaque fois et prend parti à l'histoire, comme s'il était le quatrième personnage finalement, et c'est foutrement bien fait. Encore une fois, les mouvements de caméra sont très sobres, très simples, mais mortellement efficaces. On a quelques scènes cultes dans un film de ce style. C'est un film qui est malsain de base, puisqu'on sait jamais à qui se fier. En fait, on sait simplement, la seule personne que l'on connaît vraiment, c'est Michelle, parce que dans la scène d'introduction, on a vécu son accident avec elle, et par cette même scène d'introduction, on sait qu'elle veut quitter son copain, etc. On a un avant, on a un petit quelque chose qui nous fait nous accrocher à elle. Ce qui fait que les autres, on ne connaît pas leur histoire, si ce n'est par 2-3 bribes, et encore, à certains moments, quand les personnages se révèlent, aucune chose, aucun moyen n'est mis en place pour nous permettre de croire ces personnages-là. C'est vraiment un huis clos, avec un suspense intense à la Hitchcock. Moi, ça m'a rappelé certains passages d'un suspense old school, un suspense un peu ancien à la Hitchcock, où on est sur son siège à se dire « qu'est-ce qui va se passer ?» Avec une musique qui est... Il faudra que je me renseigne si c'est Michael Giacchino, parce que j'ai retrouvé quelques thèmes proches de ceux de Lost, et comme c'est un compositeur que j'adore, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait cette musique-là aussi, puisque je crois qu'il était du premier Cloverfield. Là, on a une musique qui entoure à peu près chaque scène du film, et que ce soit des musiques composées pour le film, ou des musiques diégétiques, comme des musiques old school des années 70 que va nous mettre John Goodman à certains moments. On n'en revient pas de ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage que je puisse pas spoiler, parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce film-là, tellement il est intéressant et tellement il est novateur. Vraiment novateur, parce que l'idée de pas faire de promotion, de découvrir tout, moi j'ai tout découvert devant le grand écran, que je peux pas vous spoiler quoi que ce soit. J'ai envie que vous le découvriez vous-même, et que cette critique ne fasse que vous donner envie d'aller le voir. Et c'est vrai que c'est un film à prendre comme un huis clos, c'est pas vraiment un film de science-fiction, ça le devient par la suite, mais c'est un film presque intimiste, avec performance d'acteurs incroyables. Je veux dire, on est vraiment avec eux, on n'a pas un casting de 15-20 personnes, donc ça nous incite et ça nous encourage à vraiment prendre parti et à devenir ce quatrième membre du bunker qui souhaite finalement prendre un bol d'oxygène. Devant 10 Cloverfield Lane, pour terminer là-dessus sur cette partie film, j'ai eu le souffle coupé d'être dans un bunker et je me suis senti enfermé avec eux. C'est un film qui va provoquer des sensations aux spectateurs, si vous voulez. C'est vraiment le but du film, je pense. Et voilà, j'ai eu le souffle coupé, j'ai eu envie de sortir. Comme Michel a eu envie de sortir du bunker à certains moments, en me disant je peux pas rester avec des personnages comme ça. Et certaines scènes plus tard, je me disais non, finalement, je vais peut-être leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être que John Goodman ne souhaite qu'aider Michel. Peut-être que Emmett est quelqu'un de sympa. Peut-être que finalement, la menace vient vraiment de l'extérieur. Et le cerveau boue un petit peu durant tout le film. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais avec quelqu'un, très bonne compagnie, pendant le film, et on le débriefait, si vous voulez, en direct. On débriefait le film en disant tu penses que lui, tu penses que lui, et finalement 10 minutes plus tard on se disait ah bah non mais en fait il est sympa, ah bah non mais en fait il est pas sympa. Et donc du coup tout ça a été fait vraiment pour que le spectateur cogite, et c'est une grande réussite à ce niveau-là. N'ouvre pas la porte! Il y a quelqu'un. Il y a une femme dehors. On ne peut rien faire pour elle! On ne peut rien! S'il vous plaît, ouvrez. Elle me supplie. Ouvrez-la. Il ne faut pas la laisser entrer! Voilà maintenant ma partie préférée, la partie Cloverfield. Cloverfield et 10 Cloverfield Lane. Quels sont les liens entre les deux? Pour moi, il y a deux théories bien distinctes. Alors là, attention, je vais spoiler un petit peu plus, donc quittez la vidéo si vous voulez pas voir. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Pour moi, 10 Cloverfield Lane pourrait être une suite directe de Cloverfield, si, et je dis bien si, puisque ça se passe 6 ans après, on voit avec l'iPhone 6 de Michel par exemple, qu'on n'est pas dans la continuité même de Cloverfield. La créature du premier Cloverfield aurait été une sorte d'éclaireur, envoyé depuis probablement l'espace, de menaces extraterrestres, pour tester l'infanterie humaine, etc., pour tester ce qui aurait pu arriver à l'humanité, et pour tester l'être humain en attendant une grosse invasion. Et justement, alors là, gros spoiler, l'invasion finale que l'on peut supposer, puisque tout est vrai finalement au niveau du monde qui a été entre guillemets contaminé par les extraterrestres, l'attaque aurait eu lieu pendant 10 Cloverfield Lane suite à la menace qui avait déjà eu lieu 6 ans plus tôt, et à ce sorte d'éclaireur, cette créature venue de nulle part qui aurait pu ensuite donner des informations aux extraterrestres depuis l'espace, sachant que Cloverfield, la fin est très ouverte. On est en caméra embarquée, on voit que tous les héros du film meurent à la fin, mais on ne sait pas ce que devient la créature, donc elle a très bien pu survivre. C'est une théorie parmi tant d'autres qui m'est venue pendant le film, puisque au niveau du design des créatures, on retrouve un petit peu, notamment au niveau de la mâchoire, etc., quelques liens avec la créature du premier Cloverfield. Et l'autre théorie, évidemment, puisqu'il pourrait y avoir une autre théorie qui n'a rien à voir, et qui aurait justement en lien, d'un point de vue purement cinématographique, le fait qu'on n'ait qu'un seul point de vue.
on avait le point de vue d'une caméra embarquée dans Cloverfield, et là on a le point de vue de Michel, puisque tout arrive par Michel et tout se conclut avec Michel dans ce film-là, si vous voulez. Donc on a ce lien d'un film de science-fiction, un peu en marge de ce qu'on peut voir d'habitude, encore une fois, caméra embarquée dans le premier, huis clos dans le deuxième, avec un seul point de vue, la caméra et Michel, et donc le nom Cloverfield qui revient évidemment, puisque c'est le nom, voilà, peut-être en hommage, peut-être une petite référence au premier, dans La ferme de John Goodman. Donc ce serait un bon point, si vous voulez, pour J.J. Abrams de lui permettre, de revenir aux sources, de refaire de la science-fiction comme il aime la faire avec des créatures, avec un lien extraterrestre, avec quelque chose d'un peu plus gore, avec quelque chose d'un peu plus frissonnant, parce que je sais qu'il fait de la science-fiction. Dire J.J. Abrams, entre Lost, Star Trek et puis Star Wars, il est servi. Mais là, il revient, si vous voulez, aux sources de quelque chose d'un peu plus gore, d'un peu plus effrayant. Et c'est un film qui est effrayant, 10 Cloverfield Lane. Donc finalement, voilà, tout l'attrait de Cloverfield Lane, de 10 Cloverfield Lane, est de savoir si, au-delà d'un film qui est vraiment très bon et très immersif, voilà, c'est le mot que je cherchais, immersif, tout est question de savoir, est-ce que vous avez vu Cloverfield? Est-ce que vous avez aimé Cloverfield? Et à partir de là, est-ce que vous pourrez faire votre rapprochement? Je pense que c'est le spectateur qui jugera lui-même. Toutes les théories peuvent être un peu fumeuses, la mienne plus qu'une autre sans doute, mais voilà, le fait est que, est-ce que vous avez trouvé un lien entre Cloverfield et 10 Cloverfield Lane? À première vue, non, pas du tout. C'est deux histoires complètement différentes qui peuvent se rejoindre. Ou alors, dans ce cas-là, oui, on peut avoir une trilogie, si vous voulez, chronologique relativement cohérente, avec l'idée de la première créature qui vient en éclaireur. Là, cette fois, c'est l'attaque qui commence avec un huis clos, et le troisième film, j'en ai un peu peur, pourrait être, de la manière dont 10 Cloverfield Lane se termine, l'attaque finale, la riposte des humains et le grand combat entre ces créatures-là et nous, ce peuple maléfique. Donc je vous encourage à y aller. Moi, mes petits galopins, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour Batman contre Superman. Et là, franchement, je commence à avoir hâte. Et j'avoue que je commence à avoir un... Ah oui, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Non, il faut savoir faire sa promo à un moment donné.